S'il y a bien un outil que j'utilise tout le temps avec Bitcoin, c'est Mempool Space. Welcome to Mempool Space, an open source project that provides data and tools to take your Bitcoin experience to the next level. Our Mempool dashboard provides an at-a-glance look at the real-time status of a Bitcoin node's mempool. Je m'en sers pour plein de raisons. Pour connaître les frais que je vais mettre sur mes transactions, pour savoir où en sont mes transactions, et pour connaître en général l'état du réseau, sa santé. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que ça va mal? Est-ce qu'il est engorgé? Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir que je dépense des 1000 et des 100 pour pouvoir faire passer une transaction? Ou est-ce que sa santé va très bien et je n'ai pas d'inquiétude à me faire? C'est tout ça ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo de présentation du logiciel Mempool Space. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset, it's called Bitcoin, right? There's no second best. Donc pour accéder au site Mempool Space, vous avez juste à taper son adresse sur internet, mempool.space, et vous pouvez aussi y accéder via votre nœud. Par exemple, si vous utilisez le nœud Umbrel, on a fait une vidéo sur le sujet, vous pourrez télécharger le logiciel directement dessus et ce logiciel va vous permettre d'aller explorer les données qui ont été enregistrées via votre nœud Bitcoin. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sauf que là, on ne va pas explorer les données qui sont sur notre nœud, mais celles qui sont sur le leur. Donc, il y a une sorte d'intermédiaire, on fait confiance, on n'aime pas trop ça, on préfère utiliser son nœud. Donc, quand on arrive sur Mempool Space, la première chose qu'on voit, c'est ces blocs-là qui vont du vert au violet avec une barre au milieu et en fait, c'est la courbe du temps, c'est la time chain, comme dit Jack Mallers, et comme disait Satoshi Nakamoto lorsqu'il a publié son livre blanc, le white paper de Bitcoin. Et là, on peut vraiment le voir. On peut changer la direction du temps. Là, en fait, la flèche du temps part de la droite pour aller vers la gauche. Et on peut aussi cliquer ici pour l'inverser. Là, ça sera peut-être plus logique. En fait, le passé sera à gauche et l'avenir sera à droite avec la flèche du présent qui est juste au milieu où en fait, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. On est comme ça, on est en train de vivre l'histoire. Et donc là, on peut revenir jusqu'au premier bloc. Il faudrait scroller pendant très longtemps. Il y a aujourd'hui, si on regarde le dernier bloc qui a été miné, 877 958 blocs. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais on peut aussi aller instantanément au niveau du premier bloc, qui était le bloc 0, le Genesis block. Vous voyez, les blocs un petit peu mythiques, ils sont en jaune. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a de l'or dedans ou je sais pas quoi. C'est juste que c'est un bloc qui a une certaine importance et ils ont fait ce code couleur pour tous les nouveaux blocs d'halving. Tous les 210 000 blocs, le bloc va être de cette couleur. Par exemple, au 210 millième bloc qui était le premier halving de Bitcoin, le premier moment où on a divisé par deux la récompense de Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, on voit aussi le niveau de remplissage directement du bloc. Là, voilà, ils étaient remplis à peine à 20%. Voilà, on voit la structure du bloc. On voit les différentes transactions qui s'agglutinent mais qui ne remplissent pas tout l'espace du bloc. Parce qu'un bloc, à l'époque, ça devait faire 1 méga. Aujourd'hui, ça fait 4 mégas. On peut environ mettre 10 000 transactions. Et comme ça, on peut naviguer dans la blockchain et voir différentes informations. Je vais revenir sur la page d'accueil parce que je suis allé un petit peu vite. Ici, on va retrouver donc, comme on l'a vu, l'explorateur. Ici, c'est la barre de recherche. Vous allez pouvoir aller chercher le nom d'un mineur, une hauteur de bloc, donc le numéro d'un bloc. Vous allez pouvoir aussi mettre un ID de transaction. C'est ce qu'on verra un peu plus tard où on va vouloir suivre une de nos transactions. Parce qu'en fait, chacune des transactions a un ID, un envoyeur et un receveur. Donc toutes ces informations, vous allez pouvoir les taper dans la barre de recherche et aller trouver le bloc correspondant à ces informations. Ensuite, sur la gauche, ici, on a le petit bouton avec le logo Bitcoin et ici, on va pouvoir aller choisir la chaîne de blocs qui nous intéresse. Là, ce site ne donne que des informations relatives à Bitcoin. Vous ne trouverez rien d'autre. C'est pour ça qu'on voit seulement le logo Bitcoin. C'est en vert, c'est pas pour Bitcoin Cash, une autre version, un fork de Bitcoin qui n'est pas Bitcoin. Là, en fait, ce sont des testnets, ce sont des réseaux qui permettent aux développeurs, aux testeurs, aux gens qui veulent tester des nouvelles fonctionnalités de Bitcoin, qui ont peut-être programmé des scripts, de pouvoir faire leurs tests sans devoir payer des frais
ou devoir vraiment jouer avec de vrais fonds et de risquer de les perdre. Donc pour ça, ça va pas être le sujet de la vidéo. Mais voilà, si vous êtes développeur et vous avez envie de jouer avec Bitcoin, je vous invite à aller faire davantage de recherches là-dessus. Nous, ce qui va nous intéresser seulement, c'est le mainnet. C'est la chaîne sur laquelle on va stocker la valeur. C'est la chaîne qui a vraiment les Bitcoins avec lesquels vous allez transacter. Ensuite, on a différents onglets qu'on ira explorer juste après. Mais si on reste sur cette page, on retrouve donc tout là-haut les blocs qui s'enchaînent, qui vont se mettre à jour automatiquement au fur et à mesure, environ toutes les 10 minutes. Dans ces blocs, on retrouve différentes informations. On voit par exemple les frais de transaction moyens qui ont été mis par bloc. C'est le premier chiffre qui est en haut. Là, par exemple, le dernier bloc qui a été miné, c'était 6 sats par V-byte. Ce que ça veut dire, déjà les sats, c'est les satoshi, c'est la plus petite unité de Bitcoin. C'est la 8e décimale après Bitcoin. Un Bitcoin, en fait, c'est 100 millions de satoshi. Et là, il faut se dire que pour chaque unité d'information, un byte, un bit en français, un 0 ou un 1, il faudra dépenser 6 sats. Donc, s'il y a 180, 200, 300 bits dans votre transaction, il faudra payer 6 fois 180, 6 fois 100. Aujourd'hui, 1000 sats, ça vaut environ 1 euro, parce que ça vaut 100 000, donc je vous laisse faire le calcul. À la fin, ça fait à peu près 1 euro. Ensuite, on a les frais minimales et maximales qui ont été enregistrés sur chaque bloc. Là, on est entre 6 et 1002 sats par V-byte. Il y a des gens qui ont décidé de dépenser énormément parce qu'ils voulaient être sûrs, ou ils ont fait une erreur, on n'en sait rien. Ensuite, on a la taille du bloc. Là, on sait qu'il y avait 1,42 mégabits. Et le nombre de transactions, 1673, il a été miné il y a environ 6 minutes. Ça vient juste de se mettre à jour. L'information qui est juste en dessous, c'est la pool de minage qui a miné le bloc. On voit qu'elle est différente à chaque fois, ça change, on retrouve à peu près tout le temps les mêmes, parce qu'il y a quelques grosses poules. Une pool de minage, rapidement, c'est une coopérative en fait. C'est différents mineurs qui vont se mettre en commun pour partager les récompenses et pouvoir lisser leurs revenus. Parce que s'ils n'ont pas assez de puissance de calcul, donc peu de chances de pouvoir miner un prochain bloc, ils ne veulent pas attendre des mois avant de récupérer une première récompense. Ils préfèrent lisser leurs revenus et être sûr de pouvoir payer à chaque fois leurs coûts chaque mois. Et ils se donnent un nom, là par exemple, c'est Foundry USA. Là, on a Whitepool, ainsi de suite. Là, on a un bloc qui vient juste de passer. Ensuite, en dessous, on a un autre bandeau où il va y avoir 2 graphiques. On va commencer par celui de gauche qui est au final l'un des plus importants du site, qui sont l'estimation des frais de transaction nécessaires pour faire passer une transaction. C'est rangé entre sans priorité jusqu'à une priorité haute, ce qui veut dire que si vous mettez seulement 4 sats par V-byte, il y a peu de chances que votre transaction passe rapidement. Elle passera peut-être un moment si les frais se mettent à diminuer ou que rapidement on trouve plusieurs blocs à la chaîne. Mais il y a peu de chances qu'ils passent. Ensuite, si vous les augmentez, que vous passez à 5 ou voire 6 au-dessus, vous pouvez mettre des frais supérieurs. Là, vous verrez une haute probabilité de passer. Dans notre cas, aujourd'hui, les frais sont très bas. Ils sont quasiment au même niveau. Il y a à peine 15-20% de différence entre le plus bas et le plus haut. Mais à des moments, ça va être entre 10, 20, 30, 40, 100, 150, 1000. C'est monté à des moments très, très hauts en fonction de l'engorgement, en fonction de différentes raisons qui pourraient faire exploser les frais. Mais en général, on va retrouver des chiffres autour de ça, entre 4 et 20 sats par V-byte. Ce qu'on voit aussi là-dedans, c'est le montant en euros. Vous pouvez aussi changer la devise si vous voulez, même changer la langue. En bas, vous pouvez changer ici la langue de votre choix, mettre la devise de votre choix, mettre la façon de compter. Nous, on va laisser en V-byte, on ne va pas s'intéresser à ça. Et puis, vous pouvez même changer le thème, la couleur du fond et la façon d'afficher les données, que ce soit en SAT ou en fiat ou en BTC. Donc, ce qu'on voit en dessous, qui est en vert ici, en euros, ce n'est pas l'équivalent de la valeur de 4 sats. C'est là où on peut se laisser piéger. En fait, c'est le coût moyen si vous voulez faire juste une transaction simple. Et ça équivaut, si vous laissez la souris dessus, c'est basé sur une transaction, c'est GUID standard, ne vous en inquiétez pas, en gros, c'est une transaction Bitcoin de 140 V-bytes. Donc, il va y avoir 140, 0 et 1 pour inscrire votre transaction. Ça va un peu définir l'adresse de l'envoyeur, l'adresse du receveur, votre signature, et tout ça, ça va être publié dans un bloc. Et pour faire passer une transaction simple comme celle-ci, il faudra ce montant d'informations multiplié
par le nombre de sats. Et ça va vous donner environ, en euros, 0,53 euros 53 centimes. Sur la droite, on va voir un graphique qui nous explique l'ajustement de la difficulté. Il nous explique en fait où on en est dans cette période où on est en train d'observer avec quelle difficulté les mineurs sont en train de miner. Nous, ce qu'on veut dans Bitcoin, c'est qu'un nouveau bloc soit miné toutes les 10 minutes. Et aujourd'hui, on observe qu'un nouveau bloc est miné toutes les 9,8 minutes. Donc, c'est trop simple. Les mineurs sont trop nombreux, ils mettent trop de puissance de calcul et minent trop vite. Donc, ce qui a été fait dans Bitcoin, c'est que tous les 2016 blocs, on va observer ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a miné en plus ou moins de temps que 10 minutes en moyenne un bloc? Et si on a miné trop vite, on va augmenter la difficulté. Et si c'était trop lent, on va la réduire. Là, dans notre cas, elle est 2,58% trop basse, la difficulté. On mine trop vite. Donc, il va y avoir un réajustement et on nous indique que ça sera dans 6 jours. Le 12 janvier à 14h48 environ, parce qu'on ne sait pas exactement combien de temps ça va mettre. Peut-être qu'en plus, ça va changer en cours de route. Peut-être que d'un coup, plein de mineurs vont se débrancher et vont arrêter de miner. On a aussi une autre information. On voit ici, on peut cliquer sur halving. Et là, on va avoir une autre période dans Bitcoin qui n'est plus l'ajustement de la difficulté, mais qui est le prochain halving. Le prochain halving, c'est le moment où on va diviser par 2 la récompense qui est donnée aux mineurs. C'est quelque chose qui arrive beaucoup plus rarement. C'est arrivé seulement 4 fois depuis la création de Bitcoin en 16 ans. C'est tous les 4 ans. Et on voit que pour l'instant, on en est à 18% de cette période de 4 ans qui dure 210 000 blocs. Pour l'instant, il nous en reste encore 172 038. On sait que ça arrivera environ le 14 avril 2028 et qu'au terme de la période sur laquelle on est, la prochaine récompense qui sera donnée aux mineurs sera plus que de 1,563 au lieu de 3,125 actuels. Si on descend un petit peu plus bas, sur la gauche, on va retrouver le template du prochain bloc. Pour comprendre ça, il va falloir vite fait que je vous explique déjà pourquoi le site sur lequel on est s'appelle Mempool Space. En fait, sur Bitcoin, ce qui se passe, c'est que en permanence, quand vous allez envoyer une transaction, elles vont être sauvegardées dans un espace qui s'appelle la mempool. La mempool, c'est le dérivé d'une piscine de mémoire. C'est memory pool, c'est l'espace de stockage que vont avoir chacun des mineurs, chacune des pools de minage, pour venir stocker l'ensemble des nouvelles transactions et les analyser. Voir en fait laquelle est la plus rentable d'inscrire dans un nouveau bloc et laquelle va leur permettre de recevoir le plus haut montant de récompense. Et s'ils appliquent ces règles, s'ils essayent de trouver l'ensemble des transactions qui ont le plus haut taux de frais par rapport aux informations qui sont contenues, ils devraient en arriver naturellement à la création de ce bloc qu'on voit ici. Et dans ce bloc, on a énormément d'informations. Déjà, il faut savoir que chacun des petits carrés qu'on voit dedans représente une transaction. Plus le carré est gros, plus la quantité d'informations de la transaction est élevée. Donc un très gros bloc veut dire qu'il y a beaucoup de données qui vont être nécessaires pour réaliser la transaction. Et on peut vérifier ça. Si là je mets ma souris dessus, on voit que la taille virtuelle, la taille de la transaction représente 68 kilobits. Bon, V-bytes, on va l'abréger en bits seulement. Donc 68 kilobits. Et si on met notre souris sur un petit bloc, on voit que ce n'est plus que 140. Donc, c'est environ 500 fois plus petit. Donc, c'est bien vérifié. Et ensuite, ce qu'on voit d'autre comme information, c'est la couleur. Et on voit qu'ils sont un peu rangés en fonction de la couleur. Plus on est à gauche, plus c'est vert foncé. Plus on est à droite, plus on tend vers du rouge. Et cette couleur, elle est reliée au montant de frais, au taux de frais par information stockée. Donc, est-ce que pour un même montant d'informations, on va mettre davantage de frais. L'intérêt de mettre plus de frais, c'est de vouloir voir sa transaction passer plus rapidement. Certaines personnes veulent vraiment être sûres, même s'il y a une hausse, même s'il y a des changements rapides du montant de frais. C'est pour ça qu'on va voir cette disparité et que par exemple sur la même transaction qu'on avait vue, on était à du 3 sats par V-byte et que si on monte tout en haut à droite, là où c'est le plus rouge, on va tomber sur du 303 sats par V-byte, donc 100 fois plus de frais. Mais la couleur ne veut pas dire qu'il y a plus de frais. En fait, c'est vraiment le nombre de frais par information. Par exemple, là, si on met notre souris dessus, on voit bien que la transaction qui est tout en haut à droite, il faut 31 €, alors que celle qui est en bas à gauche, il faut 200 €.
Mais en fait, c'est relatif à la quantité d'informations qui est dans la transaction. En plus de ça, on va pouvoir aussi cliquer là sur le texte qui est en haut. On a tout, consolidation, CoinJoin et données. Ça va nous permettre de filtrer. Là, pour l'instant, tout est sélectionné. On voit tout est en couleur. Mais si on clique sur consolidation, on va voir certains blocs qui sont mis en avant. Consolidation, qu'est-ce que ça veut dire? On a fait aussi du contenu là-dessus. C'est le fait de regrouper plusieurs de ces coins, de ces petits bouts de Bitcoin en une plus grosse unité. C'est comme si vous aviez un petit peu d'argent chez vous, vous aviez plein de pièces et vous en avez marre de voir tout ce truc s'agglutiner. Vous préférez avoir un billet qui sera plus facile à dépenser, à bouger avec. Et ben, c'est à peu près l'équivalent sur Bitcoin. Ça vous permettra dans le futur, lorsque vous voudrez le dépenser, d'avoir besoin de noter moins d'informations et donc de payer moins cher. Et donc, ce qui va souvent se passer, c'est que certaines personnes vont vouloir consolider plein de petits bouts. Ça peut être des exchanges, ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises, pour agglomérer l'ensemble de leurs petites pièces Bitcoin en une plus grosse. Et on peut le voir, si on clique sur une transaction, on voit exactement ce phénomène. Là, on a cliqué sur un des blocs, une des transactions de consolidation. Si on clique sur Montrer plus, on voit bien l'ensemble des transactions qui vont être agglomérés en une seule, qui représente plus que 0,37 Bitcoin. Puis on a CoinJoin. Bon, pour l'instant, on a 0 CoinJoin, mais si on le laisse sélectionner et qu'on va voir un autre bloc, on pourra peut-être en voir. Voilà. Ici, il y a des CoinJoin. Si je clique dessus, on va voir ce que ça donne. On peut faire montrer plus. Et un CoinJoin, c'est un moyen en fait d'anonymiser vos Bitcoins. C'est en mode, on va mettre plein de pièces qui ont exactement la même taille dans un sachet. Et on va tout remuer et à la fin, on va vous redonner les pièces. Vous seul savez le montant que vous avez mis. Est-ce qu'il y avait 3, 4, 5 pièces? Et ensuite, vous les reprenez, mais vous allez peut-être reprendre les pièces de quelqu'un d'autre. En fait, on n'en sait rien. Tout ce qui compte, c'est que ce qui rentre a la même forme que ce qui sort, mais on n'est pas capable d'identifier qui avait mis quoi. Et c'est un moyen d'anonymiser vos transactions. Et on voit bien la forme que ça prend. Et on voit dans cette transaction que c'est plein de transactions qui ont le même montant. Là, il y a tout un lot qui a 0,01. Ensuite, il y a un lot qui a du 0,005. Et puis, on va trouver d'autres lots, mais ils ont tous une taille similaire. Enfin, on a l'onglet Données, ce qu'on appelle des inscriptions sur Bitcoin. C'est un moyen de faire passer d'autres choses que des transactions Bitcoin. Et elles ont une forme un peu particulière, c'est que le montant d'information est élevé par rapport à la quantité de Bitcoin qui est envoyée. Souvent, c'est quelques sats et les frais sont supérieurs au montant transacté. Donc on sait qu'il y a un truc bizarre qui ne sont pas là en fait pour faire déplacer de la valeur, mais juste pour inscrire de la donnée sur la blockchain Bitcoin. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle les BRC20, les inscriptions, c'est ce truc qui s'est rajouté sur Bitcoin et qui a fait des engorgements parce qu'ils vont utiliser Bitcoin pour faire d'autres choses que des transactions monétaires Bitcoin. Bon, voilà, ce truc-là, c'était un gros bloc, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Ensuite, on va voir le bloc de droite. Le bloc de droite, lui, est vraiment lié à la mempool. Comme je vous l'ai dit, la mempool, c'est cette base de données qui vient agréger l'ensemble des transactions que les utilisateurs veulent faire passer. Et donc, on peut suivre la taille de cette mempool. Et c'est ce qu'on voit ici. On a le nombre de transactions qui sont non confirmées, donc qui sont en attente, qui sont dans la mempool. En ce moment, il y en a 182 000. Et on a une autre information. On a le nombre de transactions non confirmées. Pour l'instant, on en a 182 262. On a aussi la taille en espace mémoire que ça représente, environ 366 mégabits. Et on voit un ratio par rapport à 300 mégabits. En fait, c'est l'espace par défaut qui est normalement réservé pour garder en mémoire ces transactions. Et justement, pour éviter que les mineurs, que les personnes qui vont agréger ces informations se fassent attaquer, qu'en gros, il y a un individu, une entité qui décide d'envoyer des milliers, des milliards de transactions vides qui servent à rien, où en fait les frais sont trop bas pour être vraiment réaliste, on ait vraiment une chance qu'elle puisse se voir passer, ce qu'on appelle une attaque par déni de service. En fait, on va écraser la concurrence juste en envoyant des informations déchets. Et bien pour éviter ça, on va dire, en gros, si vous mettez une transaction où le nombre de frais par V-byte est inférieur à 1,92 sats par V-byte, on va virer la transaction. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Si vous avez l'idée de mettre une transaction vraiment basse en espérant qu'un jour ça passe, et ben vous savez au moins que la limite à ne pas mettre là, à cet instant, c'est 1,92, parce qu'en dessous de ça, la transaction va juste être supprimée de la même pool. Et il faudra en refaire une et vous ne pourrez pas juste la laisser attendre que les frais diminuent. Sur le graphique, ce qu'on voit, c'est le flux de données en fait. C'est le nombre d'informations
qui sont ajoutés à la même pool. Donc on voit au cours de la journée, là, c'est juste sur 2 heures. On voit là sur 2 heures qu'au fur et à mesure, il y a une évolution. Bon, ça, c'est pas forcément très intéressant, mais souvent, c'est corrélé avec l'évolution des frais. C'est que si d'un coup, il y a beaucoup de transactions, ça peut vouloir dire que les frais vont augmenter, mais pas nécessairement. Puis en bas, on a d'autres informations. On a ce que je vous avais dit avec le remplacement de transactions. On peut suivre ça, pas forcément très intéressant, et on voit là les dernières transactions qui sont passées. Donc, on a fait le tour de la première page, dans laquelle il y a déjà beaucoup d'informations, mais c'est les informations les plus importantes. On peut maintenant aller se balader dans un bloc, par exemple là le dernier qui a été miné, juste en cliquant dessus. On a le numéro de bloc, on a le hash, on a plein d'informations techniques sur le bloc. Là on a le hash qui représente l'identifiant du bloc. On a l'heure à laquelle il a été miné. C'était il y a 21 minutes. On a aussi sa taille, on a aussi son poids qui est approximativement la quantité d'informations qu'il y a dedans. On pourrait dire que là c'est 4 mégas. On ira plus en détail dans d'autres vidéos. Ensuite on a la santé, c'est est-ce que au final les mineurs ont miné vraiment en fonction des règles ou des motivations qu'on leur prêterait qui sont juste de gagner le plus d'argent possible, ou est-ce qu'ils ont essayé de faire de la censure, est-ce qu'ils ont enlevé des transactions pour des raisons autres que le fait qu'ils ne mettaient pas assez de frais. Puis là, on a les informations qu'on a déjà vues avant, les frais minimum, frais max, les frais médians, frais totaux, donc l'ensemble des revenus que va percevoir le mineur simplement avec les frais, puis la subvention, qui est la création monétaire de Bitcoin, les 3,125, plus les frais, ce qui nous donne 3,162 Bitcoin, et un montant de 300 752 €. Et on a la pool de minage qui a réussi à miner ce bloc. Et puis si on scrolle plus bas, on va voir les transactions qui sont passées dans le bloc. Il y a différentes pages et tout, là ça va être très long à regarder et c'est pas intéressant. Mais on peut quand même prendre l'exemple d'une transaction. Donc là on clique sur l'ID de la transaction et là on va voir des informations. Là on voit son eurodatage, donc c'est l'instant où le bloc dans lequel la transaction fait partie a été miné. Ensuite, on voit depuis combien de temps ça a été fait. On voit les fonctionnalités qui étaient activées dans la transaction. Puis on voit l'audit. Au final, est-ce que cette transaction devait faire partie du bloc ou est-ce qu'elle est passée pour d'autres raisons ? Comme je vous l'ai dit avant, est-ce que ça respecte au final ce qu'on attend d'un mineur ? Ensuite, on voit les frais qui ont été dépensés pour faire passer cette transaction. Ensuite, on voit le taux de frais, puis le mineur. Voilà, on retrouve un peu tout le temps les informations. Et là, on voit le schéma sous forme de flux. Donc l'entrée, ce qu'on a dépensé, ce qui est arrivé à l'envoyeur. Peut-être que c'est la même personne, on n'en sait rien. Hein. C'est peut-être que c'est juste une autre adresse qui lui appartient. Et là, on voit ce qui a été dépensé pour les frais qui revient au mineur. À présent, on va explorer les autres pages du site. On a celle-ci avec la fusée qui est une des fonctionnalités qui est proposée par MempooSpace. Qui permet d'accélérer ces transactions. En gros, si vous avez envoyé une transaction, que vous n'avez pas mis assez de frais, il va vous permettre de faire des trucs. Nous, ça ne va pas nous intéresser, c'est trop complexe pour l'instant. On va aller regarder celle-ci avec le marteau qui est par rapport au minage. Non, c'est pas le communisme. Dedans, on voit plein de statistiques. Là, d'abord, on voit les statistiques de récompense sur les 144 derniers blocs, ce qui équivaut à 24 heures. On voit le total de récompense. Ils ont obtenu 455,80 Bitcoin. On voit les frais de bloc moyens, on voit les frais de transaction. Ensuite, sur la droite, on va voir l'ajustement de la difficulté. On retrouve des informations comme un peu sur la première page. Ensuite, on voit la répartition du nombre de blocs qui ont été minés en fonction de la pool de minage. Donc on voit qu'une large partie aujourd'hui des blocs sont minés par la pool de minage qui est Foundry USA. Ensuite on a Antpool, Via BTC et plein d'autres de pools. Bon, ils appellent ça des piscines, c'est la version française. Là c'est sur une durée de 1 semaine, on n'est plus juste sur 24 heures. Ensuite sur la droite on a l'évolution de la puissance de calcul qui est nécessaire pour faire tourner le réseau. Donc c'est des approximations, hein, mais on sait qu'environ aujourd'hui il y a tant de puissance de calcul. Bon, ça vous paraît peut-être flou, mais en gros c'est le nombre de calculs qu'ils font à la seconde. C'est des chiffres colossaux. On parle là du plus gros ordinateur au monde. Si on compte l'ensemble des machines qui servent à faire fonctionner le réseau, on peut aller d'en voir plus. Et on va voir en fait l'évolution depuis toujours de la puissance de calcul qui est attribuée au réseau. Et on voit là une énorme exponentielle qui est à la fois la résultante de nouvelles machines qui sont ajoutées, mais aussi de l'évolution technologique. On est capable de toujours faire mieux avec moins. C'est l'efficience des machines
qui est aussi visible là-dedans, mais aussi l'évolution de l'attrait pour le minage, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui stockent leur épargne, qui investissent dans Bitcoin, et donc la récompense en Bitcoin devient de plus en plus attrayante, bien qu'elle diminue. Et c'est ce qu'on va voir dans un autre graphique où vraiment on peut visualiser ça. Donc on a fait le tour de cette page. À présent, on va aller sur la suivante, qui est celle avec l'éclair, et celle-ci va correspondre aux informations relatives au Lightning Network. Si vous n'êtes pas familier avec ça, je vous invite à aller regarder nos vidéos aussi sur le sujet. Le Lightning Network, pour faire très rapide, très simple, c'est une surcouche à Bitcoin qui utilise le réseau Bitcoin, mais qui permet de faire des transactions instantanées et pour très peu de frais. De la même manière que pour Bitcoin, il faut aussi avoir des nœuds, des ordinateurs qui vont rester allumés pour permettre de faire ces transactions entre les utilisateurs. Et là, on voit la carte du monde avec tous ces nœuds qui sont interconnectés. Là, c'est juste les nœuds publics. Vous pouvez aller dessus, voir la quantité de Bitcoin qui est stockée dessus. Là, on voit il y a 4 millions de sats. Sur certains, on va même voir des montants en Bitcoin. Là, on voit 6,6 BTC, 73 canaux qui sont ouverts. On va retrouver plein d'informations comme ça. Là, c'est juste les nœuds publics. Il n'y a pas les nœuds privés qui passent par Tor. Donc, on peut imaginer la quantité qui doit être faramineuse. Parce qu'aujourd'hui, on compte 14 000 nœuds. Il me semble que ça, c'est juste les nœuds publics. On n'a pas les nœuds privés parce qu'ils ne savent juste pas combien il y en a. On peut les estimer à peu près. Je pense que c'est à peu près le double. Ensuite, on voit la capacité. Aujourd'hui, le réseau Lightning bloque 5250 BTC. Le nombre de canaux ouverts, il y a plein d'informations. Je vous invite aussi à aller creuser là-dessus si ça vous intéresse. Mais ensuite, je voulais vous parler d'un dernier graphique que je trouvais intéressant. Deux derniers graphiques. Le premier sur l'évolution des frais. Juste pour vous rappeler qu'à des moments, vous allez voir des explosions de frais. Et si vous n'avez pas des transactions que vous voulez faire passer rapidement, c'est peut-être nécessaire d'attendre tout simplement que ça se calme. Comme on peut le voir ici avec les deux différentes courbes, la verte c'est en dollars et en jaune c'est la courbe en Bitcoin. On voit l'évolution de combien ça coûte. Et par exemple, en fait, sur de très brèves périodes, on va avoir une explosion. Et par exemple, sur ces moments, c'est vraiment pas l'occasion de faire une consolidation qui n'est pas nécessaire, mais plutôt c'est conseillé d'attendre des moments où ça va redescendre. Et comme la plupart du temps, c'est plutôt bas, attendez le bon moment. Un autre graphique qui est intéressant, ça va être la récompense de blocs. Et là, on va pouvoir vraiment constater le halving, le moment où on divise la récompense par deux, et à quel point l'évolution de l'attrait pour Bitcoin fait que malgré la division de la récompense par deux, la récompense, elle, en dollars, ne fait qu'augmenter. Au tout début, dans les 4 premières années, on était à 50 Bitcoin et pourtant, la récompense, si on regarde pendant cette période, n'a jamais dépassé le millier de dollars. Ensuite, on a eu le premier halving et on voit la récompense passer de 50 Bitcoin à 25. Et malgré le fait que ça a été divisé par deux, elle, la récompense, on voit la courbe en verte en dessous, qui est elle, la récompense en dollars, elle a fortement augmenté. Parce que d'un coup, ça a augmenté la rareté, ça a créé un peu d'envie autour du réseau. De toute manière, on en parlait de plus en plus. Et il y avait de plus en plus d'utilisateurs et on voit les récompenses qui commencent à exploser. On voit un pic là autour des 25 000 $, alors que la récompense avait été diminuée par deux. Ensuite, 4 ans après, rebelote, on passe cette fois à 12,5 bitcoins de récompense par bloc. Les récompenses en dollars continuent à augmenter. Là, on voit un nouveau bull run, une nouvelle hausse du prix de Bitcoin. On se retrouve avec un pic autour des 300 000 $ par bloc miné. Et puis 4 ans après, encore la même chose, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui où, par exemple, au moment du halving, on a eu une explosion des frais, plus de la valeur de Bitcoin. Et on s'est retrouvé avec des récompenses en dollars qui ont explosé, qui étaient supérieures à 800 000 $. Je vous invite à aller regarder les autres graphiques, il y en a encore plein d'autres qui sont relatifs au minage et au Lightning. Et nous, on va se retrouver dans la prochaine partie liée à l'utilisation pratique de Mempool Space. Donc maintenant qu'on a vu à quoi servait Mempool Space, on va voir dans la pratique comment s'en servir. On va donc l'utiliser pour voir quels sont les frais qu'il faut mettre pour sa transaction, et aussi pour suivre l'état de la transaction qu'on est en train de réaliser, savoir si elle a été validée, si elle est dans un nouveau bloc et si la personne à qui on a envoyé les fonds les a bien reçus. Dans notre cas, on va envoyer une transaction Bitcoin, on va envoyer des Bitcoins vers la plateforme Bull Bitcoin pour les revendre. Donc, on va utiliser la Ledger Nano X, c'est celle que j'utilise pour les tutoriels, et on va utiliser deux software wallets
de logiciels Bitcoin sur ordinateur pour réaliser la transaction. Il y en a deux dont on vous a parlé dans d'autres vidéos. C'est Sparrow Wallet, qui est un logiciel libre dont on a fait un tutoriel que je vous invite à aller regarder. Et l'autre, c'est Ledger Live qui vient automatiquement avec la Ledger, qui est le logiciel compagnon de Ledger. L'objectif, c'est que vous puissiez voir que en fait, votre Ledger marche aussi bien avec les deux logiciels et que c'est assez simple au final de réaliser ce type de transaction, qu'il ne faut surtout pas se rendre dépendant d'un seul logiciel compagnon pour réaliser ces transactions. Donc tout d'abord, on va aller sur la plateforme Bull Bitcoin et on va créer la facture pour envoyer les bitcoins. Une fois sur Bull Bitcoin, vous allez cliquer sur vendre du bitcoin, vous allez inscrire le montant. On va mettre 100 €. De toute manière, il faut que ça soit au moins 0,001 Bitcoin. Ça va être en euros et on va utiliser cette fois Bitcoin on-chain et pas Lightning parce que nous, on veut absolument que ça soit du on-chain sur la chaîne et qu'on puisse voir la transaction être ajoutée dans un nouveau bloc, ce qui n'est pas le cas avec Lightning et c'est tout l'intérêt d'utiliser Lightning. Donc, on va faire continuer. On va faire ajouter à mon solde de compte. On ne veut pas que ça arrive sur notre compte SEPA. Là, il est en train de générer la facture pour qu'on puisse avoir une adresse Bitcoin à laquelle envoyer les fonds. Donc voilà le montant. Là, on a le QR code qui représente l'adresse. Si on avait un wallet mobile, on pourrait le scanner et envoyer les Bitcoins via le QR code. Mais dans notre cas, on va juste copier l'adresse qui est juste en dessous. Comme cela, il faudra aussi copier le montant en Bitcoin qu'on veut envoyer. Donc on va déjà regarder avec Sparrow Wallet comment ça fonctionne. Donc une fois que vous êtes sur Sparrow Wallet, vous allez cliquer sur le petit avion en papier qui est juste à gauche avec le texte Send pour envoyer. Et ici, vous allez payer à l'adresse que vous avez enregistrée. Voilà. Ensuite, sur Sparrow Wallet, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre un label, vous pouvez mettre quelle est la raison de cette transaction. C'est des informations qui seront juste enregistrées sur le wallet. C'est juste pour vous, pour que vous puissiez vous rappeler de ce que vous avez fait. Donc moi, c'est tuto mempool. Bon là, comme ce wallet est vide, je ne peux pas faire la transaction, mais voilà, c'est juste pour imaginer ce qui se passerait. Et ensuite, le wallet va nous proposer de mettre les frais. On peut soit, comme ça, dans une fourchette qui nous est déjà prédéfinie, les donner. Et on voit qu'au fur et à mesure, il va changer le niveau de priorité. Quand c'est en rouge, on est sur une priorité élevée. Et ensuite, on peut aller même sur du overpaid. C'est beaucoup trop élevé par rapport aujourd'hui aux frais moyens. Et ensuite, plus bas, on voit peu de priorité, voire la transaction pourrait être enlevée de la même pool, comme on l'a vu précédemment. À partir de ce moment-là, soit vous faites confiance à l'application et vous dites, bon, elle a dû faire son calcul, soit on va utiliser ce qu'on a vu précédemment, on va aller sur l'application Mempool Space pour voir aujourd'hui quels sont les frais. Et donc là, je suis sur Mempool Space et je vois que, en gros, je peux payer entre 7 et 9 sats par VByte pour avoir une priorité entre faible et haute. Donc, elle devrait passer, si je mets haute, elle devrait passer dans le prochain bloc. Donc, si je mets 9 sats par VByte, normalement, elle devrait passer assez rapidement, normalement même dans le prochain bloc. Je peux aussi mettre priorité moyenne. Il y a une petite chance qu'elle ne passe pas dans le prochain bloc, elle passera sûrement dans le second bloc. Donc voilà, on l'a vu encore bouger. Là, dans notre cas, nous, on va mettre 10 sats. Comme ça, on est sûr que ça passe assez rapidement et on pourra voir la transaction pendant la vidéo être dans un nouveau bloc validé. Donc voilà, si je ne veux pas utiliser la molette qui est ici, je peux aussi directement mettre le montant que je veux. Et voilà, je suis sur du 10 sats. Donc ici, je peux mettre le montant que j'ai vu, donc 10 sats par VByte, ou sinon je peux aussi l'indiquer directement ici. Et puis, si j'avais les fonds, faire Create Transaction. Donc dans notre cas, pour faire la transaction, on va utiliser Ledger Live. On va revenir ici. La facture s'est mise à jour parce qu'on a attendu trop longtemps. Donc on va recopier à nouveau l'adresse au cas où elle aurait changé. On ne veut vraiment pas l'envoyer à la mauvaise personne. Et ici, et sur Ledger Live, on va faire envoyer. Là, il a sélectionné notre compte sur lequel on avait le montant, là, les $107. On va mettre l'adresse. Là, en fait, quand on a copié l'adresse, ça a mis davantage d'informations qui sont normalement lues par le wallet. Ça avait été le cas par Sparrow Wallet, mais là, dans le cas de Ledger Live, il y a un peu trop d'informations. Il n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Donc, il va falloir enlever le montant et le point d'interrogation qui est à la fin, et enlever le Bitcoin 2 points qui est au tout début. Bon, je vous avoue, c'est pas forcément très clair et ça peut faire peur, mais voilà, il faut que ça commence par BC1, et si on revient ici, on voit bien que ça finit par 423, et là, ça finit aussi par 423. Donc, on peut faire continuer. Ensuite, dans Ledger Live, il nous propose des frais par défaut, comme d'habitude, la plupart des wallets le font.
Lui aussi est connecté automatiquement à la mempool, il regarde ce qui se passe. Mais si nous, on veut s'assurer que c'est bien des frais qui nous semblent cohérents, on peut venir ici, regarder ce qui est en train de se passer et peut-être que vous n'avez aucune priorité. Peut-être que vous voulez que ça passe juste un jour, que vous en fichez, que ça passe exactement dans le prochain bloc. Dans notre cas, on a envie que ça aille vite. Donc on va mettre 10 sats par VByte. On peut même mettre plus si on veut vraiment être sûr au cas où il y a une explosion. On l'a vu au cours de la vidéo, ça a déjà augmenté. On va mettre un peu plus que ça. Et pour avoir la main dessus, on va devoir aller dans Avancer et mettre le montant exact qu'on souhaite, qui est 12 sats par VByte. Et ensuite, il va falloir mettre le montant de BTC qu'on veut envoyer. Donc je viens ici, je clique pour copier-coller le montant. Je retourne sur Ledger et je le copie-colle. Là, il nous propose une stratégie de sélection des coins. On ne va pas s'en occuper pour l'instant. On a aussi fait du contenu là-dessus. On a un article même on a un article qui parle de ça. Je vous invite à aller lire si ça vous intéresse. Et nous, on va faire continuer. Donc, je vérifie bien que c'est le bon montant. Tout semble bon. Continuer. Là, je vois le montant aussi des frais et je fais valider la transaction. À partir de ce moment, je vais pouvoir voir les détails de la transaction qui vont s'afficher juste ici. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'identifiant de la transaction pour pouvoir la suivre. Donc, je reviens sur Mempool Space et dans l'explorateur qui est tout en haut, je vais pouvoir mettre l'identifiant. On voit qu'il l'a bien reconnu. Allez à ce truc-là. On clique dessus et on voit ici la flèche qui nous indique où elle devrait être. Si tous les nœuds du réseau respectent bien les règles et tout, ils devraient prendre en considération cette transaction dans le prochain bloc parce que c'est celle qui leur rapporte le plus d'argent par rapport à l'ensemble des autres transactions. On voit mes bitcoins là. En fait, ça c'est la transaction qui va, c'est l'entrée, c'est ce que je dépense. À gauche, on voit là, c'est les frais. En dessous, on a la sortie. En fait, ce que j'ai pas dépensé, c'est le change. C'est on va dire j'ai envoyé $100 par un virement bancaire. La banque, elle me prend quelques centimes pour les frais de tout ce bordel. Et derrière, comme le produit coûtait un peu moins que ça, c'est mon change. Là, j'ai la sortie qui revient sur mon compte. Et ici, c'est ce qui arrive chez Bull Bitcoin. C'est le paiement que je lui fais. On voit aussi ici que la transaction est arrivée il y a 2 minutes et que là, en fait, il nous met le temps estimé d'arrivée. Donc, le temps estimé pour que un nouveau bloc soit confirmé. Et c'est en permanence environ 9 minutes. On ne sait pas quand est-ce que ça va être miné. C'est à chaque fois un processus aléatoire. Mais on sait qu'en moyenne, il y a un bloc toutes les 10 minutes. Pour l'instant, il est non confirmé. Il va falloir attendre que la transaction se fasse. Donc ma transaction vient de passer à l'instant, on voit une seule confirmation, ça veut dire qu'il y a juste un bloc qui vient d'être miné avec ma transaction. On voit aussi quelle pool de minage a miné ma transaction, a miné mon bloc, c'est White Pool. Et donc on voit aussi les informations qui se sont mises à jour. Il a été confirmé après 7 minutes, visible dans la même pool, après 7 minutes que ma transaction était disponible à l'ensemble des mineurs. Il a fallu 7 minutes pour qu'elle soit confirmée. On va arrêter le tutoriel là, on a vu suffisamment de choses. À présent, c'est à vous de prendre en main ces outils, d'aller fouiller dans les recoins de Mempool Space l'ensemble des graphiques, des informations qui sont mises à votre disposition. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Ça permet d'une façon un peu ludique, assez pratique, de pouvoir aller voir exactement comment ça fonctionne, quel est l'historique de Bitcoin, de pouvoir se créer ses propres convictions sur la santé du réseau, sur comprendre exactement comment ça marche. Et après, à votre tour, vous pourrez en parler à votre entourage, leur montrer un peu l'évolution des frais, l'évolution de la création des blocs, du nombre de bitcoins qui ont été minés, et de voir cette chaîne de blocs se créer jour après jour. Toutes les 10 minutes, un nouveau bloc se crée. Et moi j'aime beaucoup voir Bitcoin de cette manière. Je trouve ça vachement intéressant, vachement intuitif de pouvoir aussi pouvoir scroller dans les blocs et voir l'ensemble de l'historique depuis le premier bloc. Sans oublier que cette application est open source. Vous pouvez, si vous êtes développeur, vous l'approprier et essayer d'ajouter des fonctionnalités, changer le design, ce genre de choses. Et vous pouvez aussi contribuer au projet en faisant des pull requests au repo public de Mempool Space. Et aussi, comme on l'a vu dans une autre vidéo sur monter son nœud Umbrel, vous pouvez vous télécharger le logiciel Mempool Space et pouvoir voir via cette interface ce qui se passe dans votre nœud, les transactions que vous avez exactement de la même manière que eux le font. Bon, on va s'arrêter là pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou
à poser un commentaire s'il y a des choses sur lesquelles je suis peut-être passé trop vite, que je n'ai pas abordé, sur lesquelles vous avez encore des questions, des zones d'incompréhension. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être un tutoriel, une interview, qui sait. À la prochaine, merci, c'était Victor de How to Bitcoin.